Donc, maintenant, regardons les tests d'hypothèse sur une proportion. On a vu comment on fait un test d'hypothèse sur une moyenne. Le test sur une proportion est très similaire. Donc, on va d'abord les notations. Pi, c'est la proportion dans la population. Donc, pi 0, c'est la proportion de référence C. Donc, on suppose l'hypothèse nulle, c'est que la proportion dans la population égale un certain pi 0, supposé. Donc, proportion, pourcentage, par exemple. Par exemple, le pourcentage d'individus qui utilisent une telle marque de téléphone, etc. Donc, on a une hypothèse nulle et on va avoir trois types d'hypothèses alternatives. Soit la proportion est plus petite que P0, donc un test unilatéral à gauche, unilatéral à droite, pi supérieur à P0, et un test bilatéral, la proportion est différente de P0. Donc d'abord, ça c'est les formulations d'hypothèses. Ensuite, on a le seuil, le choix du seuil du test en général 1%, 2% et 5%, comme pour le test d'hypothèse sur une moyenne. Maintenant, la vérification des conditions d'application. Premièrement, ici, on est obligé d'avoir la taille de l'échantillon supérieure ou égale à 30 pour pouvoir l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer, donc si la taille de l'échantillon est faible, on ne peut pas faire un test d'hypothèse sur une proportion. Deuxièmement, c'est que n fois pi0 doit être supérieur ou égal à 5, donc la taille de notre échantillon fois la proportion pi0 de l'hypothèse h0 est supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins pi0 supérieur ou égal à 5. Dans ce cas, qu'est-ce qui va suivre une loi normale? C'est la variable z qui égale p, la proportion échantillonnale moins pi0, sur l'écart type échantillonnal finalement, qui est racine pi0, 1 moins pi0 sur n. On a vu déjà cette formule dans les intervalles de confiance, mais c'était racine de p chapeau, 1 moins p chapeau sur n. En fait, c'était racine de p, mais on l'avait estimé par p chapeau puisque p est inconnu. Donc là, ce pi, on le remplace par pi0, celui de l'hypothèse h0. Donc c'est cette variable qui va suivre finalement une loi normale. C'est ça la différence. Donc la différence avec le test de la moyenne, d'abord, sur la taille de l'échantillon, on ne peut pas avoir une taille faible et qu'il faut des conditions supplémentaires pour pouvoir appliquer la loi normale. Pour dire que cette variable suit une loi normale. Donc n0,1. Et pour un test de la moyenne ici, dans le dénominateur, on avait s sur racine de n, alors qu'ici, on a cette formule. Voilà, maintenant la valeur critique, pareil comme pour une loi normale, donc selon un test unilatéral à gauche ou à droite ou bilatéral, sauf que là le Z alpha c'est toujours la loi normale qu'on va utiliser. Donc regardons juste cette ligne de ce tableau. Pour les valeurs critiques, mais n'oubliez pas ces conditions toujours pour pouvoir l'appliquer. La règle de décision, on a vu la règle de décision comme pour le test de la moyenne. Si la statistique observée, le Z observé pour un test unilatéral à gauche, si le Z observé est plus petit que la valeur critique, on rejette H0. Pour un test unilatéral à droite, si le Z observé est plus grand, on rejette H0. Donc ça, on l'avait noté. Et pour un test bilatéral, si le Z observé, on l'avait noté ici, Z observé, s'il n'est pas dans l'intervalle, on rejette H0. Donc si le Z observé n'est pas dans cet intervalle, s'il sort de l'intervalle moins Z alpha sur 2, Z alpha sur 2, on rejette H0. Donc ça ne change rien par rapport au test sur une moyenne. Qu'est-ce qui va changer? C'est le calcul du Z observé. Donc le Z observé, dans ce cas-là, d'abord on a besoin d'un estimateur de la proportion. On va l'estimer à partir de notre échantillon. Donc c'est le nombre d'unités qui satisfont notre critère sur le nombre total, sur la taille de l'échantillon finalement. Et donc le Z observé sera quoi? La proportion dans notre échantillon moins la proportion de référence sur cette quantité. C'est ça le Z observé et c'est ça qu'on compare avec la valeur critique. Et donc la décision, comme on l'avait dit, si le Z observé tombe dans la zone de rejet, on rejette H0. Là, c'est quoi la zone de rejet? Pour un test unilatéral
à gauche, la zone de rejet, c'est cette zone. Si le Z observé il est là, on rejette H0. Pour un test unilatéral à droite, la zone de rejet, c'est ça. S'il est là, on rejette H0. Pour un test bilatéral, on rejette H0. S'il tombe, si le Z alpha, le Z observé, il tombe dans la zone à gauche ici, ou dans celle-là. À droite, c'est celle-là la zone de rejet. Et c'est comme ça donc qu'on prend une décision. Faisons un exemple pour voir plus clair. Premièrement, donc selon un récent sondage mené auprès d'un échantillon aléatoire de 1500 ménages, donc on a la taille de l'échantillon déjà qui est 1500, qui est supérieur ou égal à 30, donc on est bien. 1260 d'entre eux ont un branchement Internet haute vitesse. Donc la proportion, le pourcentage des individus qui ont de la haute vitesse, l'Internet à haute vitesse, c'est 1260 sur 1500. Si vous faites le calcul, vous obtenez 84%. Enfin, peut-on conclure que la proportion des Québécois qui ont la haute vitesse est supérieure à 80%? Donc là, c'est pas qu'il est différent, mais qu'il est supérieur. Donc l'hypothèse alternative, P supérieur à 0,8. Bien 80%. L'hypothèse nulle, c'est que la proportion de Québécois qui ont la haute vitesse, c'est 80%. Et l'hypothèse alternative, c'est que la proportion est supérieure. On va tester cette hypothèse. Faisons donc un test d'hypothèse. Le seuil, on a dit alpha égale 2%. Les conditions d'application, on les vérifie la taille de l'échantillon plus grande. Et il y a d'autres conditions. NP0, c'est 1200 fois 0,8. On voit que c'est vérifié. C'est égal 1200, c'est supérieur ou égal à 5. L'autre, également, c'est 300 supérieur ou égal à 5. C'est bon. Cette variable va suivre une loi N0. Hein, donc, les conditions sont parfaites pour pouvoir faire le test d'hypothèse. La valeur critique, maintenant, on a dit, on a un test avec un seuil alpha qui est égal à 2%. Donc, c'est les données. Hein. C'est nous qui l'avons décidé, 2%. Donc, comme on est à faire un test unilatéral à droite, on laisse tous les 2% à droite. Donc, on cherche le Z alpha sur 2. Le Z alpha. Le Z alpha ici, il faut avoir ici, donc, si j'ai 2% à droite, donc j'ai 98% à gauche. Donc je cherche le Z alpha ici, en utilisant la loi normale, point standard, point inverse, en lui donnant la proba 98%, ça va me donner là-bas la borne 2,05. Donc ça, ce qu'on appelle la valeur critique. Donc la valeur critique, c'est 2,05. C'est avec cette valeur qu'on va comparer. Donc le Z observé, pas besoin de faire cette ligne. Maintenant, calcul du Z observé. Donc d'abord la proportion dans notre échantillon, c'est 84%. Hein. 1200 sur 1500, c'est pas 80, c'est 80%. C'est pas 80, c'est 84. Calculons maintenant ce qu'on a appelé le Z observé. Donc Z observé, dans le livre c'est noté juste Z. C'est P la proportion dans notre échantillon, donc c'est 0,84. Donc normalement c'est P chapeau. C'est pas grave, c'est noté P ici. C'est la proportion dans notre échantillon, moins la proportion de référence 80%, puisqu'on voulait bien 0,80. On voulait tester est-ce que la proportion dans toute la population est supérieure à 80. Dans notre échantillon, clairement, elle est supérieure, c'est 84%. Mais dans toute la population, on ne sait pas. Donc, il faut calculer le Z observé. Donc, ça se calcule avec cette formule. P, c'est la proportion dans l'échantillon. P0, qu'on voit ici, c'est la proportion de référence, 80%, c'est-à-dire 0,8. Et N, c'est la taille de l'échantillon. On trouve le Z observé qui est 3,87. Maintenant, est-ce que le Z observé est supérieur à la valeur critique? Oui, le Z observé, c'est 3. Donc, il est quelque part ici, il dépasse la valeur critique de 2,05. Donc, il est dans la zone de rejet. Là, on rejette H0. Il est supérieur à alpha, alors on rejette l'hypothèse nulle H0. On rejette H0.
le fait de rejeter H0, donc ça veut dire que finalement la proportion des Québécois qui ont la haute vitesse dépasse 80% selon cet exercice en tous les cas. Un autre exemple, exercice 5.5. Donc il faut mettre la capsule en pause avant de revenir voir le corrigé. Donc ici on voit qu'au Québec les naissances multiples des jumeaux ou des triplés représentent 2,1%. Donc c'est la proportion, le pourcentage de naissances qui sont des jumeaux ou des triplés, c'est 2,1% du total des naissances. Ça c'est en 90. On pense que pour différentes raisons, il va y avoir une augmentation relative des naissances multiples. En 2016 par exemple, on a dénombré 93 naissances multiples dans un échantillon de 3000 naissances. Peut-on conclure que la proportion des naissances multiples parmi toutes les naissances au Québec est supérieure à celle des années 90, donc est supérieure à 2,1%. Vous imaginez donc l'hypothèse. Comment il faut répondre en fait à ce numéro si on répond dans une feuille? Premièrement, première étape, c'est formulation des hypothèses. Donc la proportion dans la population, donc H0, on va écrire d'abord H0, H1. L'hypothèse nulle, c'est que la proportion, c'est 2,1%. La proportion des naissances multiples, le pourcentage de naissances multiples, c'est 2,1%. La deuxième, c'est que pi, c'est pas différent, mais c'est supérieur à 2,1%. Donc, on est dans le cas d'un test unilatéral à droite. Pourquoi c'est ça? C'est l'exercice qui le dit. L'exercice nous dit, on pense que le recours plus fréquent aux nouvelles techniques de reproduction comme la fécondation in vitro peut entraîner une augmentation relative des naissances multiples. C'est ça qu'on va tester. Donc on sait, est-ce qu'il y a une augmentation ou non? Le seuil, c'est alpha, c'est 5%. Donc là, les tests d'hypothèse 2, c'est le seuil alpha égale 5%. 3, les conditions d'application. Donc on a d'abord la taille de l'échantillon N, c'est 3000. C'est la taille de notre échantillon donc, en 2016. Donc c'est 3000. Il est bien sûr supérieur ou égal à 30. On a dit pour une proportion, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi tester NP0 supérieur ou égal à 5. Et N fois 1 moins P0 supérieur ou égal à 5. Donc NP0 ici, P0, on a dit c'est 2,1%. Donc là, effectivement, on voit que NP0 c'est égal à 63, il est supérieur ou égal à 5. Et N fois 1 moins P0 égale 29 370 supérieur ou égal à 5. Donc les conditions d'application sont vérifiées. On pourra affirmer que la variable z qui est égale à quoi? À pi moins pi0, c'est une proportion, sur racine de pi fois 1 pi0, 1 moins pi0 sur n, suit une loi n01. Donc les conditions d'application en quelque sorte, donc là c'est 2 si vous voulez, si on veut mettre absolument des numéros, 3 conditions d'application. Maintenant la valeur critique. On est face à un test unilatéral à droite. Donc je cherche Z alpha. Z alpha, comment on le calcule? Donc là j'ai besoin d'avoir 5% ici, utiliser la loi normale, donc avoir 95% ici. Donc on va utiliser loi normale point standard point inverse, on lui donne 95% à droite, à gauche, ça va nous donner la borne Z alpha. Donc là on peut donner directement la valeur Z alpha. Donc le Z alpha ici ça va être 1,64. Okay, si on garde juste deux décimales, ce qui est souvent le cas, on garde souvent deux décimales. Donc si dans le livre on voit qu'il garde beaucoup plus de décimales que ça. Donc on voit, ça c'est la valeur critique. On peut écrire valeur critique. Okay. Là, il faut écrire la valeur critique. Ensuite, maintenant, on calcule le Z observé. La valeur observée, donc le Z observé, c'est quoi? Z observé. On remplace à peu près dans
la variable aléatoire qui suit une loi normale, sauf qu'au lieu de prendre P, on prend la moyenne observée dans notre échantillon. Le reste va rester inchangé. Et la proportion P0, il ne faut pas oublier, c'est un pourcentage. Donc, si on laisse 2,1%, il ne faut pas oublier qu'il y a un pourcentage ici. C'est 2,1 sur 100. Donc, c'est 0,002, etc. Voilà. Donc, on fait ça. On calcule le Z observé. Donc, le Z observé égale à quoi? La proportion dans l'échantillon. Qu'est-ce qu'on a observé dans notre échantillon? On avait observé que 93 sur 3000, donc la proportion dans l'échantillon, P chapeau, c'est 93 sur 3000. On voit que 93 sur 3000, c'est 0,031, donc c'est 3,1%. En fait, donc, la proportion ici, donc soit on met les deux en pourcentage ou 3,1% moins 2,1%. Il ne faut pas oublier quand sous la racine aussi, donc il faut tout mettre, il faut traduire le pourcentage par une division par 100. Okay, donc 2,1%, 1 moins 2,1%. Ici, par exemple, 1 moins 2,1, on ne fait pas 1 moins 2,1. On fait 1 moins 0,002 divisé par n, la taille de l'échantillon, qui est égale à 3000. C'est ça la statistique observée, et ça nous donne, le Z observé, ça nous donne, on voit ici que ça nous donne 3,82. Donc on peut écrire ici 3,82. Ça c'est le Z observé. Et en dernier lieu, on prend la décision. 5 décisions. Voilà. La décision, on voit que le Z observé est supérieur à la valeur critique. Supérieur de loin à la valeur critique. On voit le Z observé, ça on l'a noté Z observé. Supérieur à la valeur critique 1,64. Et sur cette base, on rejette H0. Donc on rejette l'hypothèse nulle. Là, on voit bien qu'on rejette. Donc on doit dire, si on prend une décision, on peut ajouter la phrase. On voit que Z observé égale 3,82 est supérieur à la valeur critique, à Z alpha qui est égal à 1,64. Décision, on rejette H0. C'est suffisant de répondre de cette manière. On rejette l'hypothèse nulle qui dit que la proportion des naissances multiples est de 2,1%. Dans notre échantillon, c'était 3,1%. 3,1%, P chapeau, donc il fallait calculer P chapeau aussi. Je ne sais pas ce que je l'ai calculé ici, mais il faut l'ajouter. On a P chapeau, donc il faut ajouter P chapeau ici. Il faut ajouter P chapeau juste là. Avant de calculer le Z observé, il faut calculer P chapeau. Donc la proportion dans notre échantillon est de 3,1%. La différence avec l'hypothèse nulle est trop importante. L'hypothèse nulle dit que c'est 2,1%. Elle est trop importante pour qu'elle soit attribuée uniquement au fait du hasard. Donc, ça veut dire qu'on rejette H0 qui dit que la proportion des naissances multiples est uniquement de 2,1%. On rejette H0, c'est ça notre décision. Voilà donc comment répondre. On met les hypothèses, l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative. Si on exprime les proportions en pourcentage, il faut faire attention, faire toujours les divisions par 100, notamment ici par exemple 1 moins pi 0. Sinon ça serait 100% moins pi 0, moins 2,1%. En tout cas, le seuil c'est 5%. Les conditions d'application, la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30 et on voit n pi 0 supérieur ou égal à 5, n fois 1 moins pi 0 supérieur ou égal à 5. Donc notre variable va suivre une loi n0, 1. On pourra faire notre test d'hypothèse tranquille.
On a une nécessité théorique pour le faire. Ensuite, on calcule la valeur critique, donc en utilisant le point standard, point normal, point inverse, en lui donnant donc la proba 95%, puisqu'on doit mettre les 5% complètement à droite, donc 95% à gauche. Et ça nous donne 1,64 pour la valeur critique. La valeur critique. Ensuite, on voit qu'on met toute la zone de rejet à droite, puisqu'on fait un test unilatéral à droite. Donc, si le Z observé tombe dans cette zone, on rejette H0. S'il tombe ici, c'est que l'écart n'est pas suffisamment grand pour rejeter H0. On calcule le Z observé. D'abord, on a besoin de la proportion échantillonnale. On la calcule dans notre échantillon de 3000, on a trouvé 93 naissances multiples, ce qui donne une proportion de 3,1%, c'est-à-dire 0,031. Je calcule mon Z observé avec cette proportion, et notamment P0 et la taille de l'échantillon, on obtient 3,82. 3,82 si le Z observé est supérieur à la valeur critique. Donc, on rejette H0 forcément. On rejette l'hypothèse nulle H0 avec un seuil de 5% quand même. Il y a quand même une chance de se tromper de 5%. C'est-à-dire, il est probable qu'on a rejeté H0 et que H0 est vrai. On prend toujours un risque de toutes les manières. Voilà, donc on a pris un risque de 5% de se tromper. De se tromper dans notre décision. Donc on a pris le risque de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Ce risque, il est égal à 5%. Et c'est ce qu'on fait ici. Et on a rejeté finalement H0, vu que l'écart 3,1% par rapport à 2,1%, il est significatif. Il est trop important pour qu'il puisse attribuer uniquement au fait de hasard.